Bonjour Jean Abitbol. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous publiez Voix de femme chez Odile Jacob, un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes un passionné des mystères de la voix humaine. Vous êtes ORL, médecin, donc chirurgien cervico-facial et phoniatre. Alors dites-nous d'abord, c'est quoi la spécialité d'un phoniatre ? Alors c'est tout simplement une spécialité exceptionnelle parce qu'elle fait appel à l'art et à la science. Ouais. La phoniatre, c'est s'occuper de la voix. Ouais. Mais sur le plan d'abord au niveau des cordes vocales bien évidemment, mais savoir surtout si ça vaut la peine de changer une voix ou pas. Vous pouvez changer une voix ? On peut changer une voix bien sûr, mais par la chirurgie sur les cordes vocales ? Par la chirurgie bien sûr, par exemple quelqu'un qui va parler comme ça et qui a un polype sur la corde vocale, on va l'opérer, mais s'il s'appelle Joe Cocker, il vaut mieux pas, parce qu'à ce moment-là on va toucher à sa personnalité. Alors votre livre c'est un hommage à la voix des femmes d'abord, on parle évidemment aussi de la voix des hommes, mais surtout la voix des femmes, à commencer par la première d'entre toutes les voix, c'est la voix de nos mères. Oui, la voix maternelle. absolument. Ouais. La voix de nos mères vient dès l'âge de 3 mois, quand on est dans la vie fétale. Si vous voulez, entre l'âge de 3 mois et l'âge de 8 mois et demi, 9 mois, avant l'accouchement, elle vient tatouer le cerveau du tout petit. Ouais. Et cette voix en question, lorsque la mère va chanter, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est assez récent, c'est qu'on fait des chants au niveau de la femme enceinte, de ce qu'on appelle le chant prénatal. C'est-à-dire que si elle chante, eh bien l'enfant, lorsqu'il va être mis au monde, s'il commence à pleurer, au bout de 10, 15 jours ou 20 jours, il hurle, le pauvre, pendant la nuit, personne ne peut dormir, eh bien sa mère lui chante la chanson qu'elle a. Il reconnaît la voix de sa mère. Tout de suite, et il va être immédiatement, entre guillemets, adouci. Alors la voix humaine, c'est une longue histoire, vous le racontez dans ce livre, d'un point de vue médical. On peut dire que la voix s'est développée au moment où l'homo sapiens s'est redressé et s'est mis debout sur ses pieds. Alors, la voix, c'est multifactoriel. Ouais. Le premier élément, absolument fabuleux, c'est l'ADN. C'est-à-dire que le FOXP2, dans notre ADN, qui est un gène particulier, est le gène de la voix. Le deuxième élément, c'est un élément physique, où c'est effectivement l'élément dans lequel nous avons une verticalité. Et on se positionne comme cela. C'est le larynx qui se positionne bien. Et enfin, on devrait presque dire que Ève est arrivée avant Adam, et non pas Adam et Ève. Parce que la voix de Ève... Alors là, ne rentrez pas là-dedans, parce que vous allez remettre en cause. La voix de Ève, si vous voulez, la voix de la femme, elle va inscrire dans le tout petit tout son avenir. Pourquoi les femmes ont généralement une voix plus aiguë que les hommes? Tout simplement pour une raison mécanique, c'est que le larynx d'une femme est plus petit qu'un larynx d'homme. Que ses cordes vocales, on a 2 cordes vocales, elles sont plus courtes, donc elles parlent plus aiguës. Et la différence entre une voix de femme et une voix d'homme, c'est uniquement une question de tonalité, ou c'est plus complexe que ça? Alors, c'est beaucoup plus complexe, car si je vous parle comme ça, eh bien évidemment, j'ai une voix aiguë, mais je n'ai pas une voix de femme. Car il y a notamment, bien évidemment, la hauteur de la voix, mais il y a la façon aussi comment on va parler, comment les mots vont s'instruire entre l'un avec l'autre. Et puis la capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire, la puissance de la voix. Et puis il y a aussi une autre chose qui influence la voix, c'est les hormones. Elles influencent, évidemment, vous en parlez beaucoup dans le livre, les femmes, mais aussi les hommes. Oui, l'hormone chez la femme, entre l'âge de 20 ans et 45-50 ans, eh bien dans la période d'activité, si vous voulez, génitale, c'est ce qu'on dit, eh bien les hormones œstrogène et progestérone vont agir avant les règles. Et 33% des femmes, effectivement, ont une voix légèrement cassée au moment de leurs règles. Alors, sur la couverture, il y a notamment la calasse. Moi, je vous propose qu'on écoute tout de suite cette voix, une des plus célèbres de l'histoire, un extrait de la Traviata de Verdi. Pourquoi, Dr Abitbol, une voix comme celle de la Calas nous touche autant? Pourquoi elle nous fait pleurer même parfois? Pourquoi une voix fait pleurer? Tout simplement, on va prendre la Calas en particulier, parce que justement, elle n'est pas parfaite. On sent une force à l'intérieur dans laquelle on entend toute sa souffrance derrière. Et cette voix, justement, de l'imperfection, on est le charme. Et chez la Calas, on oublie presque qu'elle chante, on a l'impression qu'elle incarne le chant, elle est elle-même. Barbara disait que la voix est la musique de l'âme. Oui. C'est une belle définition, ça doit. Excellente définition, on va même plus loin que cela. C'est une musique universelle. Et la preuve en est, c'est que la Calas, lorsqu'elle a été entendue par des aborigènes au fin fond de l'Australie, ça les a fait pleurer, alors que quand ils entendaient les Beatles, ça ne les a pas du tout fait pleurer. Vous dites que c'est une musique universelle, mais est-ce qu'on peut dire que chaque voix est unique? Il y a 7 milliards d'individus. Voilà, on a une signature vocale. Il y a 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. Et notre signature vocale est quelque chose qu'on a et qu'on va cultiver pendant toute notre vie. Alors vous le dites dans le livre, la voix c'est à la fois un instrument à cordes et à vent. Oui, à cordes parce qu'on a 2 cordes vocales qui vont vibrer, et puis à vent parce que la façon dont elles vont vibrer, c'est notre souffle pulmonaire.
Je reviens à la Callas ou à la Tebaldi dont vous parlez, Renata Tebaldi. Il y a eu cette concurrence entre les deux. Absolument. Alors la différence, c'est que Renata Tebaldi chantait magnifiquement bien. Elle avait une voix superbe, mais on ne sentait pas cette souffrance derrière. Alors que dans la Callas, lorsqu'elle chante, elle incarne, elle déchire presque la robe de la voix. Alors que Renata Tebaldi, elle interprète la voix. Est-ce que la voix parfaite existe? Est-ce qu'il y a la diva parfaite? Non. Heureusement d'ailleurs. Vous n'avez jamais rencontré dans votre carrière? Heureusement d'ailleurs. Alors ça arrive aux chanteurs ou aux chanteuses d'ailleurs de perdre leur voix. Qu'est-ce qui se passe quand ils perdent leur voix? Il y a deux possibilités pour être simple. La première, c'est l'émotion. J'ai tellement de trac qu'avant de rentrer sur scène, je chante pas. Et les endorphines, c'est-à-dire les hormones qui nous font vibrer, eh bien, se mettent en marche et on chante normalement. Et beaucoup de chanteurs que l'on connaît ont cette panique. Et puis le second, c'est l'accident vocal. C'est lorsqu'on va commencer à faire une note très aiguë, on va au-delà de ses possibilités. On casse en fait. On casse la voix, on peut avoir une petite hémorragie sur les cordes vocales. Alors il y a plein de voix, vous parlez d'Edith Piaf, de Céline Dion, de Whitney Houston, de Frank Sinatra, et vous évoquez aussi la grande voix africaine, Angélique Kidjo. Kidjo était exceptionnelle. Figurez-vous qu'elle sera demain à votre place. Donc vous pourrez regarder. Voilà, il faut qu'on s'arrête. Je rappelle le titre de votre livre, Voix de femme aux éditions Odile Jacob. Merci Jean Bilbol d'être venu en parler. Un très beau livre.